Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, 5 ans de carême. Pendant 40 jours, les fidèles chrétiens vont observer la pénitence et multiplier les actes de miséricorde. Mort de l'étudiant Alpha Yero Tunkara, proches et camarades étudiants exigent le certificat de genre de mort. Le mouvement d'humeur ne s'estompe pas à l'UGB. Les acteurs du secteur privé redoutent les répercussions de la crise politique sur l'environnement des affaires. Tout doit être fait pour ne pas plonger le pays dans les abysses. Reportage à suivre. Dans la même veine, les syndicats des télécommunications s'insurgent contre les coupures répétitives des données mobiles. Le manque à gagner est énorme, alertent les travailleurs. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. 5 ans de carême. Le carême a débuté ce mercredi chez la communauté chrétienne. Pendant 40 jours, les fidèles vont observer la pénitence et multiplier les actes de miséricorde. À la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine, en banlieue dakaroise, les célébrations eucharistiques du jour ont été marquées par l'imposition des cendres. La situation politique nationale s'est invitée aux offices. La classe politique appelée à œuvrer pour la paix au Sénégal. Habib Faye. C'est parti pour 40 jours de pénitence. Ce mercredi, premier jour du carême, est marqué par l'imposition des cendres. Des offices dédiés à ce rite liturgique ont été célébrés dans les églises catholiques, par exemple. Aux fidèles, le prêtre rappelle ses propos. Convertis-toi et crois à la bonne nouvelle, ou bien tu es poussière et tu retourneras poussière. Les cendres que le prêtre prescrit sur le front du fidèle chrétien représentent à la fois le péché et la fragilité de l'homme dans ce bas monde. Un temps de prière et un temps d'aumône. Donc c'est tout cela que nous prenons en compte dans nos vies, pas simplement pour ce temps-là, mais nous prenons en compte cela dans nos vies de tous les jours. Dans un contexte marqué par des tensions politiques, les fidèles chrétiens appellent la classe politique à œuvrer pour la paix au Sénégal. La communauté chrétienne prie pour que la paix règne dans ce pays, pour que la paix règne dans ce pays, pour que nous tous nous puissions laisser vraiment nos divergences pour nous tourner vers le Seigneur, pour nous tourner vers l'essentiel, pour nous tourner vers un Sénégal meilleur. Sénégal dafa nekk ci tension ñu ngi ñaan pour mu wàccee tempérament bi voilà lépp daal lu gën ci dëkk bi mu def. Le Sénégal est un pays de paix. Nous prions également que la paix règne au Sénégal. Nous ne voulons pas ces choses, je vais suggérer ça. Le dialogue se prenne ici au Sénégal. À la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine, le curé est revenu sur l'importance du jeûne. Un moment de recueillement et de dévotion. Il invite chaque chrétien à s'efforcer de conformer sa vie à la parole de l'Évangile, à donc toujours multiplier les œuvres de miséricorde. Merci Habib. L'autre grand titre de cette édition à l'UGB, le mouvement d'humeur ne s'estompe pas suite à la mort de l'étudiant Alpha Yero Tunkara. Les étudiants en colère exigent toujours le certificat de genre de mort. Une assemblée générale a été organisée aujourd'hui. Le porte-parole Souleymane Diallo avec notre équipe dans le Nord. Depuis lors, on ne peut pas avoir à disposition le corps pour pouvoir l'inhumer parce que tout simplement, il n'y a pas le rapport d'autopsie qui a été donné à la famille. Et la famille refuse catégoriquement d'inhumer ce corps-là tant qu'il n'y a pas ce rapport d'autopsie-là qui est disponible. Et depuis lors aussi, il y a énormément de choses qui se font. D'abord, pour faire l'autopsie, ils ont été obligés d'amener le corps à Dakar, ce que nous jugeons déjà impertinent dans la mesure où ils pouvaient réquisitionner un médecin légiste pour venir le faire à Saint-Louis. Après cela, la levée du corps devait se passer au niveau de Saint-Louis. Donc les éléments qui ont été avancés par le gouverneur de la région, c'est que quand le corps viendra au niveau de Saint-Louis, les étudiants vont être en mouvement. On sait très bien que c'est ce qui est archi faux, parce que nous ne pouvons pas pleurer un camarade, essayer de faire la levée du corps et en même temps nous battre contre les forces de l'ordre. Ça, c'est une chose qui est quasi impossible. Au-delà de cela, donc hier, avant-hier même, il y a eu donc des pressions qui ont été faites à l'endroit de l'oncle du défunt. Donc pour le forcer à
inhumé, donc avant même que les étudiants puissent être au courant. Donc nous jugeons qu'il y a peut-être tentative de dissimulation de preuves par rapport à cet acte-là. Ce que l'oncle a catégoriquement refusé, parce que pour lui, il est impossible d'inhumer ce camarade-là tant que le rapport d'autopsie n'est pas valable. Et ici à Dakar, les proches de l'étudiant décédé réclament le corps. Ils dénoncent surtout le silence des autorités. Voyons tout cela avec Dissa Prera et Alun Diagne. Ce sont des proches parents et des camarades étudiants ressortissants de la région de Kédougou qui ont fait face à la presse. Ils réclament la restitution de la dépouille mortelle d'Alpha Yoro Tunkara, mais avec les résultats de l'autopsie. Les MDL qui étaient là-bas, eux, ils voulaient nous faire signer un certificat d'inhumation. Et on a dit, on ne va pas signer un certificat d'inhumation sans le certificat de genre de mort ni de l'autopsie. Et maintenant, comme eux, ils attendent des instructions, et nous, on sait avec qui parler, on était à l'hôpital, on communiquait, on avait quoi faire, on s'est dit maintenant, on va aller se mobiliser pour venir faire face à vous et dénoncer l'injustice qui est en train de se passer. L'étudiant originaire de Dindifelo qui a perdu la vie à Saint-Louis lors des manifestations, ses camarades aussi exigent que toute la lumière soit faite et que justice soit rendue. Donc aujourd'hui, nous réclamons que justice soit faite sur la mort de M. Alpha Yoro Tunkara. Parce que depuis le décès, il y a eu des choses qui se sont passées qui ne nous réjouissent pas, qui ont été entreprises par les autorités sans l'accord de la famille et aussi sans l'accord des étudiants. On prend tous nos moyens pour qu'il y ait justice. On est prêt à amener justice soit faite pour Alpha Yoro. On va amener, s'il le faut, des avocats de toutes parts pour vraiment que cette affaire-là finisse. Nous exigeons que les autorités remettent à la famille le certificat, les résultats du rapport d'autopsie et le certificat du genre de mort et aussi le certificat d'inhumation. Au regard de la situation compliquée pour entrer en possession de la dépouille mortelle du jeune homme, la famille est dans le doute. Elle suspecte l'État de leur dissimuler les véritables conditions de la mort de Tunkara. Que justice soit faite, c'est aussi le cri du cœur du SAES. Les syndicalistes demandent que justice soit faite sur cette affaire. Une délégation du Bureau national était à Saint-Louis pour dénoncer justement ces violences au sein de l'espace universitaire. Leur porte-parole David Célestin Faye avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Le SAES s'indigne de cette violence répétée, banalisée, récurrente envers les étudiants. Déjà, il y a 6 ans de cela à peine, un étudiant est tombé ici à l'UGB. L'enquête n'a pas été élucidée. Et voilà encore une autre mort, une mort en fait de trop. Donc le SAES exige que la lumière, toute la lumière soit faite sur cette mort. Nous condamnons cette violence envers les étudiants. Mais pour qu'il n'y en ait plus, il faudrait que l'État assume ses responsabilités. L'université est un lieu de production et de transmission de savoir. Ce n'est pas un lieu où on devrait décerner un diplôme qui serait la mort de l'avant. Et l'État doit montrer la voie pour l'apaisement. Et sur ce, le SAES avertit. Sur la question de l'UGB, l'idée de fermeture qui est agitée, le SAES dit que le SAES est foncièrement contre. Nous avons vu ce qui se passe à l'UCAD. L'UGB est en train de finir l'année 2022-23. Venons-en au report de la présidentielle du 25 février. La communauté universitaire Hassan Sek a observé ce matin une marche silencieuse pour s'en offusquer. Le personnel administratif, technique et services, enseignants, chercheurs et étudiants, tous ont observé une trentaine de minutes de silence en guise de protestation au décès noté dans les manifestations de vendredi dernier. Écoutons Moussa Dior, enseignant-chercheur avec Lamine Ba et Lamine Bantiok. Il s'agit simplement d'une violation manifeste de la Constitution, socle de l'organisation politique de l'État et fondement des rapports entre les gouvernants et les gouvernés. Le report de l'élection présidentielle n'est jamais juste, encore moins légitime. Les députés, fussent-ils les représentants du peuple, ne peuvent pas légitimer un report de l'élection présidentielle. L'adoption d'une loi constitutionnelle dérogatoire ne serait qu'une violation d'un certain nombre de dispositions constitutionnelles,
notamment les articles 27, 31, 92 et 103 de la Constitution. Il ressort de l'alinéa 1er de l'article 27 de la Constitution que la durée du président de la République est de 5 ans. En décidant de reporter l'élection présidentielle, cette loi prolonge la durée du mandat du président de la République, ce qui n'est pas normal. Ce qui est illégal. L'article 31 organise le cadre temporel et la tenue de l'élection présidentielle en ces termes. Le scrutin pour l'élection du président de la République a lieu 45 jours francs, au plus tard et 35 jours au moins avant la date de l'expiration du mandat du président de la République. Le mandat du président de la République expire normalement le 2 avril prochain. Inch'Allah, le 2 avril, il doit quitter. Par ailleurs, la commission parlementaire, de même que la décision de revenir sur le processus électoral, viole l'article 92 de la Constitution qui stipule que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Face à la presse, Maître El Hadj Diouf se dit favorable au report de l'élection. L'avocat est également contre une amnistie pour Ousmane Sonko, compte rendu Maïmouna Ndiaye. Maître El Hadj Diouf crache ses vérités. Selon l'avocat, il est inadmissible que le président de la République négocie avec le leader de PASTEF. Cette histoire d'amnistie folle, incompréhensible et idiote. Quelle amnistie? Qu'est-ce qui justifie l'amnistie? Comment on peut amnistier des criminels? Est-ce que le président Macky Sall est marabouté? Il faut qu'on lui trouve un bon marabout. Plus fort que ceux qui l'ont marabouté certainement. Comment peut-il, lui, qui avait dit récemment que c'est vrai qu'il doit partir, mais il ne laissera pas ce pays entre les mains des terroristes? Par contre, en ce qui concerne le report de l'élection présidentielle, il est en phase avec le président du Sénégal. Je demande au président et à l'Assemblée de revoir la date de l'organisation de l'élection présidentielle. Cette date doit être fixée 3 mois, 4 mois, d'ici 4 ou 3 mois, ou 2 ou 3 mois après le mois d'avril, avril, mai, juin. Le temps d'organiser un dialogue sincère entre les différents acteurs. Maître El Hadj Diouf dit attendre la nouvelle date fixée pour la présidentielle et aussi une meilleure organisation qui va certainement corriger tous les manquements du parrainage, affirme la robe noire. Il n'y a pas d'amnistie qui tienne et Ousmane Sonko n'est pas demandeur. Déclaration de Moustapha Maba Guirassy, membre de la coalition Diomaye Président, interrogé par Dissa Prera. Oui, l'amnistie, pourquoi, à quelle fin, regardez le contexte. Je pense en réalité qu'il est attendu par rapport aux questions de droit. Il est attendu par rapport à la vérité. La vérité, c'est la libération des détenus. Des détenus qui ont été injustement emprisonnés. Il est attendu simplement pour le respect de l'échéance électorale. Il est attendu par rapport au respect donc, de la Constitution. C'est ça d'abord. Donc il n'essaie pas de montrer une générosité qui n'en est pas une, mais là on considère tout simplement que c'est un faux débat. Et ceux-là qui s'empressent pour porter cette question-là donc sur l'amnistie, mais c'est extrêmement dangereux. On revient d'un point de presse où une famille exprimait sa douleur par rapport à un fils tué. Vous pensez que c'est simple comme ça d'amnistier, de passer en perte de profit cette réalité-là? Non. Il y a d'autres réalités. 74 morts depuis 3 ans, sur 3 ans, 74 morts. Combien de pertes en vies humaines, matérielles, etc. Il faut oublier tout ça? Non, je pense que en parlant d'amnistie, il y a quelqu'un qui est en train de se protéger. Le colonel à la retraite, Abdourahim Kébé, pour sa part, appelle le président Macky Sall à matérialiser l'appel au dialogue par la libération de Ousmane Sonko. La concertation est nécessaire, mais il y a des conditions au préalable. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. La situation du pays est critique. C'est l'avis du colonel à la retraite, Abdourahim Kébé.
Il conteste la dernière décision du président Macky Sall d'annuler la présidentielle du 25 février 2024. Je crois que nous sommes arrivés au terminus avec cette ultime décision qui est condamnée de partout dans le monde et à l'intérieur du Sénégal par tous les segments de la société. Le colonel Abdourahim Kébé, qui a témoigné son estime et son soutien au leader de l'ex-parti Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF, s'est aussi prononcé sur le dialogue annoncé par le chef de l'État pour la stabilité du pays. Il ne rejette pas cette démarche, mais pose des conditions. Nous ne sommes pas contre le principe d'un dialogue, de toute façon, il faut que ce soit clair. Mais il a clairement spécifié que personne ne va le forcer à négocier avec le fusil sur la tempe. Donc, comment donc appeler quelqu'un à négocier quand il est en prison, quand tous ses cadres sont en prison, quand les militants et les sympathisants du parti PASTEF sont en prison? Puisqu'il parle d'apaisement, l'apaisement c'est quoi? C'est libérer tous les détenus politiques, ceux qu'il a détenus arbitrairement. Colonel Abdourahim Kébé, en tant qu'homme du sérail, juge catastrophique la dernière sortie du président Macky Sall sur les forces occultes révélées par le chef de l'État lors de son dernier entretien avec la presse étrangère. Si c'est un appel à un coup d'État, cela est un aveu d'échec et c'est très grave pour un président de la République qui fait de telles révélations. Si, par hasard, il essaie de justifier en disant on parle de terrorisme, mais de quel terrorisme parle-t-on? De toute façon, puisque nous avons des forces de sécurité qui sont super armées pour lutter contre le terrorisme et qui sont aussi organisées. Colonel Abdourahim Kébé appelle le président Macky Sall à œuvrer pour que le pays retrouve sa stabilité et il le plaide pour la libération de son leader Ousmane Sonko, affirmant qu'il est détenu de manière arbitraire. Et le message adressé aux Sénégalais par le khalife général des Tidjanes, Moulay Abdou Aziz Sy, parle d'un message qui s'inscrit en droite ligne avec celui qu'émettait feu Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh. Pour lui, l'intérêt supérieur de la nation doit primer surtout. Nous l'écoutons. C'est un message d'invite. Il invite toutes les forces vives de la nation, toutes les composantes, à préserver notre patrimoine immatériel, la paix, la stabilité, la cohésion sociale. Mais aussi il invite tous les acteurs au dialogue, un dialogue constructif et inclusif. Il invite aussi, surtout les jeunes, à la retenue. Et ce message s'inscrit en parfaite harmonie avec les fameux messages de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh qui disait toujours qu'on mette en avant l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des intérêts partisans, des ambitions personnelles, des intérêts claniques, pour que le bateau Sénégal ne chavire pas. Le Sénégal uni, le Sénégal prospère, le Sénégal réconcilié avec lui-même, c'est l'essentiel du message du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Dans le domaine économique, les acteurs du secteur privé s'inquiètent des répercussions de la crise actuelle sur l'environnement des affaires. Tout doit être mis en œuvre pour ne pas plonger le pays dans les abysses. Voyons tout cela avec Cheikh Diop et Mohamed Djek. Les organisations du secteur privé s'indignent de la situation du pays, une situation qui n'est pas sans conséquences. Difficile même d'avoir des partenaires à l'étranger, vu le nombre de manifestations qui se multiplient. Aujourd'hui, la situation appelle quand même une réaction vive de notre part, parce que nous avons des partenaires à l'étranger. Aucun partenaire, aucune entreprise, aucune compagnie aujourd'hui n'ose investir un centime au Sénégal. Et au bout du compte, ce sont les employés qui risquent donc de subir les conséquences, parce que si l'entreprise ne tourne pas, si l'environnement ne permet pas à l'économie de fonctionner, au finish, ce sont les employés qui seront obligés de mettre les employés donc en chômage technique. Le report de l'élection présidentielle est passé par là. Et pourtant, l'État avait commencé l'impression des bulletins de vote, mais le président directeur général de l'imprimerie Tandion soutient qu'il est difficile d'organiser la présidentielle. Il distribue les candidats aux imprimeurs choisis. Donc moi j'avais deux candidats, Malik Gakou et Dr Wardini. Et
aujourd'hui, le problème de l'élection le 25 février est un peu biaisé parce que vous savez, on est le 14 février, c'est dans 10 jours. Est-ce que les acteurs ont le temps de faire campagne d'ici 10 jours? Tout le problème, il est là. Donc moi, je pense qu'il faut qu'ils s'assoient et discuter ensemble. Le secteur privé exprime ses vives inquiétudes et envoie un message fort. Il compte faire une médiation. Nous allons rencontrer le Premier ministre, Amadouba. Ensuite, nous allons rencontrer le Président de la République. Ensuite, si c'est nécessaire, on rencontre aussi l'opposition ou les autres acteurs de la société civile. Jouer notre rôle de citoyen. Chacun a ses convictions personnelles. Mais ce qui est plus important, qui est au-dessus de tout, c'est le Sénégal. Les acteurs du secteur privé s'inquiètent de l'image négative du Sénégal diffusée au niveau régional et international. Ils exigent une paix durable dans notre pays. Les syndicats des télécommunications s'insurgent également contre les coupures répétitives des données mobiles. Le manque à gagner est inestimable, tempêtent les syndicalistes face à la presse aujourd'hui. Fatou Bintou Conté et Pape Sangoné Mbaye. Secteur des télécommunications en ordre de bataille, la Sonatel, Free et Expresso, toutes griffes comptent mettre un terme aux coupures de l'Internet imposées à chaque fois par l'État via le ministre des Télécommunications, Moussa Bokar Thiam, qui en a eu aujourd'hui pour sa grade. Cette situation que j'avais perçue au départ comme étant juste un saut d'humeur, un moment douloureux mais passager, mais qui en réalité de plus en plus s'érige en règle et peut-être assimilé à un jeu de console où il y a certains acteurs qui se permettent de brancher, de débrancher, de débrancher et de brancher selon leurs humeurs. C'est notre désaccord par rapport à ces mesures qui ne sont ni fiables, ni viables, car l'intérêt supérieur de la nation également en dépend. Malheureusement, on a la malchance d'avoir un ministre qui n'est pas à sa place, parce qu'apparemment il ne semble pas connaître les enjeux, parce que 14 jours de coupure, pour 9 mois. Et là, on est vraiment dans une extrapolation. De juin à décembre, on a fait 7 mois. 7 mois avec 11 coupures, 11 jours de coupure. Dans tous les pays sérieux, ce qui est évident, c'est que Moussa Bokar ne serait pas ministre de notre secteur. Dans tous les pays sérieux aussi, aujourd'hui, la tendance, c'est que le ministère de l'économie, c'est ce ministère-là qui a la charge du numérique. Pour ces travailleurs des télécommunications, les conséquences engendrées par ces coupures sont énormes et se chiffrent à des milliards de francs CFA. Les conséquences économiques pour les opérateurs, ça se chiffre à plus de 3 milliards. Et si vous prenez l'économie générale, c'est plus de 4 milliards par jour. Disons-le comme ça, sans pourtant faire trop d'extrapolation. Parce qu'il faut comprendre qu'on est dans une économie numérique. Ce n'est pas seulement les opérateurs, c'est-à-dire même... Le cadre national de concertation et de coopération des ruraux a organisé un atelier auquel ont pris part paysans, producteurs et pasteurs pour échanger sur plusieurs sujets qui touchent le secteur agricole. Ils ont porté un plaidoyer pour l'amélioration de leurs conditions de travail, notamment un accès au financement et une bonne gouvernance foncière également. À Linguère, nous retrouvons notre équipe Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Le cadre national de concertation et de coopération des ruraux a organisé un atelier rassemblant la grande majorité des acteurs du secteur agricole. Cet événement a offert une opportunité de discuter de diverses thématiques identifiées par la loi d'orientation de 2004. Et aujourd'hui, il est question quand même vraiment de revenir un peu sur un certain nombre de thématiques qui ont été dégagées par la loi d'orientation de 2004. Alors le constat, c'est que c'est une loi qui a fait des avancées, qui nous a permis de faire des avancées, mais quelque part qui traîne toujours un certain nombre d'insuffisances. Et ces insuffisances sont surtout liées au statut juridique des entreprises agricoles, l'accès au financement, mais aussi l'emploi des jeunes dans le secteur agricole. Cette rencontre a permis aux producteurs de mettre en lumière les défis auxquels ils sont confrontés et de présenter leurs arguments relatifs à la création d'emplois pour les jeunes, l'instauration d'une protection sociale pour les producteurs et l'accès à la terre. Il est inconcevable, inadmissible qu'un fonctionnaire puisse avoir des accès aux soins de santé, à d'autres avantages, et que le producteur, les produits que nous sommes, représentant plus de 35% de la population, qu'on ne puisse pas nous soigner
quand on le peut. Il faut que l'État arrive à définir une politique foncière pour permettre aux acteurs que nous sommes d'avoir accès aux fonciers comme il se doit. Le troisième message, c'est la question des jeunes. Insertion et emploi des jeunes. Et là aussi, la loi d'orientation a donné des pistes, mais aussi le CNCR aussi a élaboré une stratégie nationale d'insertion, emploi des jeunes. Le cadre national de concertation et de coopération des ruraux demande l'implication de ses membres dans les initiatives et les débats lancés par l'État pour soutenir le secteur agricole. Merci Moustapha, et venons-en à la fête de la Saint-Valentin, la fête des amoureux célébrée aujourd'hui. Loin des yeux, près du cœur, Ndeye Mati Diop vit sans son mari emprisonné depuis 8 mois maintenant. Elle a raconté sa peine à notre reporter Abdoulaye Diop. Pour ce 14 février, Mme Mati Diop a préparé un thiebou niébé. Pour elle, la fête des amoureux ne doit pas être consacrée à un seul jour. On est issus de l'école coranique, ainsi nous avons d'autres jours plus importants que la Saint-Valentin. Pour nous, ces bols sont les repas de son mari, Omar Bamba Diop, et un autre détenu. Il y a d'autres détenus qui sont dans des conditions plus difficiles et il les aide. C'est ce livreur qui apporte les repas tous les jours à la prison. Quand on s'engage à une cause, on doit se soumettre à Dieu. Pour moi, c'est le destin, c'est Dieu qui en a décidé. Il est dans des activités politiques, mais on rend grâce à Dieu car nous sommes des mourides. 8 mois après l'arrestation de son mari en juin dernier, alors qu'il se rendait à l'hôpital, Madame Diop, en bonne mouride, remet tout à Dieu. Il ne doit pas être retenu plus de 8 mois. Quand on connaît les conditions dans lesquelles il a été arrêté, il est un savant. Il ne doit pas être en prison car ceux qui le connaissent savent qu'il s'est toujours investi pour l'enseignement islamique. Mariée depuis 2015, elle gère seule ses enfants avec le soutien de sa famille. Souvent, elle se rend à l'hôpital pour voir son mari. Conditions yi fa nekké moy conditions yi fa ñepp nekké peut-être mais gënante na mom lim may xamal que ne mom mo ngi ci jamm à part xalaat njabotam gi ci biti. Mais elle aimerait que son mari puisse assister le Magal de Darou Mouhty. Il est dans de bonnes conditions, c'est juste qu'il pense à sa famille. En ce moment, on pense à lui car le Magal de cette année est la 6e édition depuis qu'il a commencé à organiser ce qu'on appelle Xam Thierno Jotna. Il a lancé en 2016. Madame Diop espère que son mari sera libre avant le Magal de cette année prévu le 26 février. Et puis un mot de sport avec 2 qualifiés aux Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Le taekwondo sénégalais ne manque pas d'ambition pour ces grands événements sportifs. La Fédération sénégalaise de taekwondo vise la médaille d'or olympique, mais cela passe par une grande préparation pour ce rendez-vous de l'été 2024. Cher Sadibou Diarra. Bokar Diop qualifié aux Jeux Olympiques Paris 2024. Idrissa Keïta aux Jeux Paralympiques toujours en France. Le taekwondo sénégalais brille cette année. Des performances qui résultent du travail et de l'ambition d'une équipe fédérale. C'est surtout la persévérance parce qu'il faudra énormément de sacrifices pour arriver à qualifier des athlètes parce que la préparation est extrêmement difficile et les ressources ne sont pas forcément disponibles. Mais avec l'engagement, la détermination et nous, notre volonté de les engager régulièrement à des compétitions au niveau international, ils ont pu se frotter au meilleur et l'organisation des compétitions aussi au Sénégal leur a permis de se frotter au meilleur et là de pouvoir se qualifier aux Jeux Olympiques. Tout compte fait, nous avons un athlète, l'athlète para, dont c'est la première participation au tournoi, à une compétition internationale et il a réussi à se qualifier. Ça montre que nous avons un grenier énorme des potentiels, de réelles potentialités et un grenier énorme de combattants. Toujours ambitieuse et en quête d'une médaille olympique à Paris, la Fédération sénégalaise de taekwondo compte accorder à ses qualifiés une préparation
de très haut niveau. Les Jeux vont se dérouler en août à Paris. Nous avons juste 3 à 4 mois où ils peuvent se préparer de manière intensive. Donc un programme est en train d'être arrêté avec le CNOS et le ministère des Sports pour pouvoir leur permettre de se préparer dans les conditions optimales. Nous pourrons vous revenir très rapidement une fois que tout cela sera arrêté pour partager avec vous. En tout cas, notre objectif, c'est d'aller décrocher une médaille, notamment une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Le compte à rebours est lancé. Bokar Diop est programmé pour offrir au Sénégal une médaille olympique 36 années après celle décrochée par Amadou Diaba. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Retrouvez toutes ces informations sur notre site igfm.sn. Dans un tout petit instant, Papa Blader et son invité, le professeur Aziz Salmon Fall pour Soir d'Info. La suite, restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.